Avoir raison avec Durkheim, épisode 5, Durkheim et les Durkheimiens en compagnie de l'historien Nicolas Mariot. En un mot, écrit Célestin Bouglé, l'un des plus célèbres des Durkheimiens, la société manifeste son existence par les phénomènes dont l'individu est le théâtre sans en être, la raison suffisante, la coupe de la redingote de notre homme du monde, comme le tout de ses pensées, ce n'est pas lui, mais bien plutôt le monde qui en décide. Bonjour Nicolas Mariot. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS. Durkheim disait de lui qu'il était socialiste. Il était vraiment socialiste, Durkheim ? Alors il était, on dirait aujourd'hui, un socialiste réformiste. Il était entouré de gens qui s'étaient engagés au Parti socialiste, à la SFI jauressienne, notamment son neveu Marcel Mauss. Mais lui n'était pas encarté, a refusé de prendre sa carte au parti, et notamment sur un point qui l'énervait particulièrement. Il trouvait les socialistes à l'époque beaucoup trop violents, favorables à la lutte des classes, favorables au grand soir. Et il disait, ça c'est la fin de la société, telle que c'est la lutte des classes, c'est une forme de guerre civile. Donc il faut éviter ça à tout prix. Et oui, parce que Durkheim était avant tout républicain. Exactement. Il était absolument républicain. Il a eu tout. Il faut bien imaginer que Durkheim, il est né en 1858. Et donc, en fait, il arrive, il y a une scène très célèbre en 1880. C'est le premier 14 juillet républicain. Avant, et c'est déjà la Troisième République, mais il n'y a plus encore la fête nationale qui est simplement remise en œuvre en 1880. Et ça le marque très profondément. Il a 22 ans. Et il traverse tout Paris à pied, au milieu des arcs de triomphe, des bals populaires, de la ville couverte de drapeaux tricolore, et ça, c'est une scène qui le marque très profondément dans son attachement au régime, avec lequel il va grandir et auquel il doit absolument tout. Il doit sa carrière et il doit aussi, d'une certaine façon, la reconnaissance de sa nouvelle science, la sociologie. Et oui, parce que alors, s'il n'est pas complètement socialiste pour vous, alors il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est sociologue. D'ailleurs, les deux termes parfois se recouvrent à cette époque, socialiste et sociologue. Exactement. Alors, ils se recouvrent parce que la plupart d'entre eux essayent de penser que le socialisme, comme la sociologie, suppose qu'il y ait quelque chose au-dessus des individus, plus grand qu'eux, et qui leur demande de l'engagement, du dévouement, voire du sacrifice. C'est quelque chose qui les domine, qui est au-dessus d'eux, et à propos duquel ils doivent faire œuvre en quelque sorte d'humilité. Donc les deux marchent de concert la plupart du temps. Alors dans les cours que Durkheim a donnés à Bordeaux en 1895-1896, il a notamment donné à ses étudiants un grand cours sur le socialisme. Oui, qui sera publié de façon posthume seulement en 1928 par son neveu Mauss. Ça s'appelle simplement Le socialisme, mais en fait on voit bien ici sa relative distance avec toujours la question de la lutte des classes, parce que c'est plus une histoire du socialisme au 19e siècle, quelque chose, les racines, on pourrait dire, du socialisme, et notamment Durkheim a lu Marx lors de son année en Allemagne de jeunesse comme étudiant à l'école normale supérieure, et puis il connaît très bien Saint-Simon et les Saint-Simoniens. Toute la deuxième partie du cours est consacrée à Saint-Simon, mais c'est plus une histoire doctrinale en quelque sorte que quelque chose qui met en avant pour lui-même. Il en tire quand même des choses de Marx, même s'il rejette, comme vous l'avez dit, la révolution et la violence. Ce qui l'intéresse, c'est le côté très empiriste de Marx dans le Capital. Le travail de Marx sur des données historiques, des données économiques, ça l'intéresse beaucoup parce qu'il considère à juste titre que ça le rapproche relativement d'une science sociale, au sens qu'on donnait à l'époque à ce mot, et donc pour lui de la sociologie. Et oui, d'ailleurs, on considère souvent que Marx est un précurseur de la sociologie. Exactement. Ouais. Donc, dans ce contexte, il étudie Marx, et puis il étudie aussi les institutions sociales, ce qui, quand même, là aussi, le rapproche des marxistes.
Pas complètement, au sens où c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui est important dans la sociologie durkheimienne, c'est cette idée que selon eux, selon Durkheim et tous ses disciples, c'est l'idée que les institutions sociales, c'est-à-dire toutes nos manières de penser, nos manières d'être, toutes celles qui sont en particulier irréfléchies, préexistent à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on les invente pas tous les matins. Donc c'est en quelque sorte une discipline qui essaye de travailler sur ce qui existe avant nous, ce qu'on apprend au cours de notre éducation, de notre socialisation, dira Durkheim. Et donc, c'est une science, en ce sens-là, un peu conservatrice. C'est aussi pour ça que Durkheim ne prétend pas changer le monde. Il considère que la révolution en un jour, c'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transformer comme ça. Et au premier rang de ces choses, il y a notre langue, évidemment, par exemple. Si on repense à des choses qu'avaient pu faire les révolutionnaires de 1789, changer le calendrier, par exemple, on peut penser que pour Durkheim, c'est un très bon exemple de quelque chose qui est un peu aberrant. Le calendrier, ça se change pas comme ça. C'est une habitude tellement ancrée au plus profond des gens que voilà, ça fait partie des institutions sociales qui dépassent les individus. Et alors, d'ailleurs, dans La division du travail social, donc son livre de 1893, il écrit, Nicolas Mariot, « La science de la morale nous communique un esprit sagement conservateur. On a pu, et à bon droit, reprocher à certaines théories qui se disent scientifiques d'être subversives et révolutionnaires, mais c'est qu'elles ne sont pas scientifiques. En effet, elles construisent mais n'observent pas. » Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il y a l'affirmation d'un Durkheim conservateur, ce qui a fait de lui un auteur important, y compris pour des pensées conservatrices. C'est une thèse importante en sociologie, on la doit à Robert Nisbet, et elle explique qu'il y ait eu des points d'accord, aussi surprenants soit-il, entre les Durkheimiens, une partie de la pensée de Durkheim et Maurras, par exemple. Ouais, en un sens, ça rejoint exactement ce que j'ai essayé de dire juste avant, c'est-à-dire cette idée que les institutions sont déjà là. Et donc forcément, on traîne avec nous en quelque sorte un bagage de choses qu'on n'invente pas, qui sont des savoir-faire, des manières de réfléchir immédiates, de sentir, d'être français par exemple. Voilà. Et évidemment, ça a un lien assez fort avec des pensées relativement conservatrices. C'est ce qu'il écrit là en disant la science de la morale, ça nous confère un esprit sagement conservateur. C'est en ce sens-là, évidemment, que Durkheim n'est absolument pas révolutionnaire. Et sa sociologie, effectivement, une sociologie des choses installées. Le changement chez lui est plutôt quelque chose d'incrémental qui peut se faire qu'en douceur, sans prendre les gens par la force, en quelque sorte. Donc c'est vraiment un réformisme. Oui, c'est un réformisme. Oui, d'ailleurs, et les autres durkheimiens le seront très profondément au sein du parti de Jaurès. Alors c'est ce qui explique que d'autres durkheimiens, par exemple son neveu que vous citiez tout à l'heure, Marcel Mauss, ait critiqué la Révolution d'octobre. Exactement. Alors on retrouve exactement ça chez lui. Pourtant, Marcel Mauss était beaucoup plus engagé au Parti socialiste. Il écrivait très régulièrement des chroniques dans l'Humanité, y compris au long de la Première Guerre mondiale. C'est un socialiste encarté, engagé, fier de l'être, qui revendiquait absolument son socialisme. Et en même temps, quand les bolcheviks font la révolution et y arrivent, il écrit un papier pour dire à quel point, à ses yeux, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, dit-il, parce qu'ils ont été mauvais sociologues. Qu'est-ce que ça veut dire dans son esprit? Ça veut dire ils ont voulu tout changer d'un coup, tout bouleverser à coup de décret, sans prendre en compte ce qu'était profondément la société russe, qui n'était, selon lui, pas prête à de tels bouleversements. Alors ça, c'est une voix française du socialisme, en quelque sorte, Nicolas Mariot. Ouais, en un sens, exactement. C'est une voix française qui va perdurer assez longuement avec ce mélange assez curieux de langage profondément révolutionnaire et puis ensuite de rapports relativement réformistes à la transformation sociale. On va le retrouver en filigrane tout au long du XXe siècle. Donc on a le portrait qui se dessine selon vous d'un Durkheim qui est conservateur, un Durkheim patriote, c'est très important. Il dit de lui qu'il est juif, socialiste, sociologue et français.
Exactement. Il est profondément patriote. Il est très attaché. Pour lui, la patrie, c'est la République. C'est un patriotisme qui a un peu disparu aujourd'hui. Le patriotisme de la Troisième République, c'est le patriotisme de la Révolution française. C'est le patriotisme de la levée en masse d'un peuple qui se lève contre l'envahisseur pour défendre les frontières. Et c'est ce mythe-là de la levée en masse qui est repris très fortement en 1914 lors du début de la Grande Guerre. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré chez lui. Et puis il y a évidemment ses origines vosgiennes, avec l'Alsace allemande tout près, l'Alsace-Lorraine qu'il faut reprendre, etc. C'est quelque chose de très profond chez lui, qui est partagé par énormément de gens, évidemment, sous la Troisième République. Et c'est quelque chose qui m'a toujours paru très étrange, parce que chez Durkheim et chez les Durkheimiens, notamment Robert Hertz, ce disciple qui a fait la guerre de 14, qui est mort pendant la guerre de 14, que l'on connaît bien grâce aux correspondances qu'il a échangées avec sa femme notamment, il y avait à la fois la capacité d'analyser les sociétés primitives dans les formes élémentaires, par exemple de la vie religieuse, et l'incapacité de voir jusqu'où pouvait conduire l'idolâtrie, notamment le nationalisme. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est très très surprenant. C'est une des choses qui m'a le plus étonné en travaillant sur l'engagement des Durkheimiens dans la Grande Guerre. C'est en quelque sorte la cécité de Durkheim à ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire que lui va s'engager très profondément, évidemment à l'arrière, parce qu'il est trop vieux pour aller combattre au front. On peut penser que s'il avait été plus jeune, il se serait porté volontaire pour aller au front. Il envoie son fils de chair, André Durkheim, il envoie son fils spirituel, enfin il les envoie pas, il les laisse aller évidemment dans des régiments extrêmement dangereux et engagés, son fils spirituel Robert Hertz, et lui se lance dans une œuvre de propagande qu'il va mener presque jusqu'à sa mort en 1917. Et il écrit par exemple dans les formes élémentaires, une fois les individus assemblés, il se dégage de leur rapprochement une sorte d'électricité qui les transporte vite à un degré extraordinaire d'exaltation. Mais il n'y a quasiment pas de critique parce que c'est quelque chose qui malheureusement décrit fort bien l'exaltation patriotique des débuts de la guerre de 14. Et je pense que août 14, quand sonne le tocsin de la mobilisation, Durkheim croit revivre ce qu'il écrit dans les formes élémentaires. C'est une espèce d'exemplification, de test absolu de un peuple qui se lève uni. L'union sacrée pour Durkheim, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant qu'il attendait, qu'il espérait et qu'il va essayer de soutenir dans son œuvre de propagande. Ce qui est surprenant, vous le disiez tout à l'heure, c'est à quel point il dit dans une des lettres à Mauss, le sentiment national est particulièrement exacerbé, il faudra faire attention qu'on ne bascule pas dans trop de nationalisme. Comme si lui pouvait s'exonérer de cela. Alors qu'à mon sens, c'est exactement ce qu'il fait. Favoriser un nationalisme très fort, très puissant, à travers ces brochures de propagande qui sont diffusées à travers tout le pays, dont les lettres à tous les Français, qui sont destinées aux instituteurs de France, diffusées à des milliers d'exemplaires, encore en 1916. Il faut bien imaginer là qu'on n'est plus du tout au début de la guerre. Et pourtant, Durkheim continue, vaille que vaille, sans jamais se remettre en cause, à, je crois, favoriser très puissamment la montée du nationalisme en France, ou la montée, à maintenir, en tout cas, essayer de maintenir un nationalisme à un degré très élevé. Alors, ce que l'on peut dire quand même, parce qu'il faut apporter un correctif à cette description qui est purement franco-française, de l'autre côté, du côté allemand, les sociologues, se comportent, hélas, de la même manière. Exactement. Max Weber, un historien, Ernest Kantorowicz, également, se lance à corps perdu dans la guerre. Ah oui, exactement. C'est un phénomène tout à fait européen. Toutes les sociétés européennes sont en quelque sorte saisies par le fait national dans cette guerre. C'est un moment très étonnant. La Seconde Guerre mondiale ne ressemblera pas du tout à ça, où les nations européennes se lèvent dans un sens patriote exacerbé. Ça marche de tous les côtés et effectivement, les insultes fusent, les descriptions racistes fusent, y compris par des très grands savants dans toutes les sociétés belligérantes et particulièrement évidemment entre Allemands et Français, sachant bien que tous ces gens, par exemple, avaient fait le voyage en Allemagne. Le voyage d'études en Allemagne était quelque chose de parfaitement banal et au contraire de promu avant la guerre. Et puis, ces mêmes gens-là, qui discutaient au quotidien quasiment, se mettent à s'insulter, à s'envoyer. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais alors comment Durkheim justifie-t-il la guerre ?
Alors, il la justifie d'abord comme une forme d'agression allemande. Il dit, les agresseurs, ce ne sont pas nous. Voilà. Et puis surtout, il dit, il faut défendre, le grand mot, c'est, il faut défendre la civilisation française. Il en est persuadé, exactement. Il faut bien voir que là, il y a quelque chose de très fort chez les intellectuels français. Une toute petite minorité de la société de l'époque. À l'époque, 2% d'une classe d'âge avait le baccalauréat. 7000 garçons tous les ans et à peine 800 filles. C'est rien du tout avant 1914. Ces gens-là, la plupart du temps, vont faire des études en Sorbonne ou beaucoup à l'école normale supérieure et sont formés dans une espèce de moule très fort où on les persuade d'une espèce de culture antique et dix-septiémiste, la culture française classique, où on est persuadé que la France est une civilisation supérieure aux autres et qui doit s'imposer. Et là, c'est une lutte effectivement civilisationnelle avec l'Allemagne qui se joue. Et puis, hélas, son fils qu'il a accompagné à la guerre, en tout cas qui pense comme lui, eh bien, ce fils meurt, comme le raconte le doyen Davy. Eh bien, il s'était tellement surmené que, un peu avant la guerre, il avait été condamné à un repos d'1 ou 2 mois par les médecins et sa santé déjà commençait à fléchir. Or, que va-t-il se produire pendant la guerre? Exactement le 2 janvier 1916, il reçoit une lettre du colonel du régiment de son fils à Salonique et qui lui annonce la disparition du fils. Et sur cette disparition, on ne savait rien. Et cette incertitude cruelle va durer pendant de très longs mois, n'est-ce pas? La lettre du colonel est du 2 janvier, comme je le disais, 1916, et j'ai moi-même reçu, dans la période immédiatement suivante, 3 très longues lettres de Durkheim, qui sont des lettres vraiment déchirantes, et auxquelles je fais allusion pour indiquer, n'est-ce pas, combien, sous les apparences si sévères, n'est-ce pas, et si ascétiques de Durkheim, se cachait une sensibilité frémissante. Alors David le dit pudiquement, aujourd'hui on dirait que Durkheim était dépressif et que la mort de son fils l'a laissé sur le flanc. Exactement. C'est tout à fait tragique, c'est-à-dire que à la fois, on l'a vu, il s'engage de façon tout à fait doctrinaire en quelque sorte dans une propagande effrénée, et en même temps, évidemment, il peut pas faire autrement que de se rendre compte que lui, comme d'autres, Lavis et beaucoup d'autres, ont soutenu l'envoi à la mort. L'historien Lavis ont soutenu et envoyé des générations entières de jeunes gens, leurs élèves en fait, au front. Alors il perd effectivement d'abord plusieurs jeunes durkheimiens qui sont très jeunes, donc un peu éloignés de lui, il les connaît encore mal. Puis son fils spirituel Robert Hertz, dès avril 1915, et enfin son fils de chair et de sang, André Durkheim. Et là, je crois que c'est effectivement une scène et une destinée tout à fait tragique qui le conduit à une dépression profonde. Quand on lit les lettres qu'il écrit à Marcel Mauss jusqu'à la fin de sa vie, on voit très bien s'installer cette immense tragédie pour lui, et il va finir effectivement par s'éteindre relativement jeune finalement en 1917. Avec une sorte de peinture crépusculaire pour cette période, lorsqu'on lit les phrases qu'écrivait Robert Hertz, ce durkheimien mort à la guerre. Vous avez consacré un livre, Histoire d'un sacrifice, à cette question de Nicolas Mariot, et que l'on lit par exemple le fait que cet homme cherchait, parce qu'il était juif, français, sociologue, socialiste, je ne sais pas dans quel ordre, le mettre, mourir à la guerre pour racheter l'affaire Dreyfus. Il y a quelque chose qu'on ne comprend vraiment pas. Alors oui et non, en même temps, il faut bien voir que il part et il s'engage pour prendre plus de risques, c'est-à-dire qu'il va demander à aller en première ligne. On dirait qu'il est quasiment suicidaire, parce que ces jeunes normaliens n'étaient pas du tout bien formé pour la guerre. Pas du tout. Absolument pas, effectivement. Mais il demande à aller en première ligne alors qu'il a un enfant de 6 ans, une femme, etc. Et alors là, il y a un épisode extrêmement troublant. C'est-à-dire que lorsqu'il meurt, sa femme l'invite pour une visite de condoléances et Durkheim va pouvoir lire les lettres de Robert Hertz.
Et il est très surpris, un peu choqué, parce qu'il découvre que Hertz parle en bons termes, on y revient, de Maurice Barrès. Il dit, il parle par endroits avec lui de sympathie, avec les réserves qui s'imposent, mais avec sympathie, et il y a certaines lettres qui sentent la régénérescence de la France à la Barrès. Et on a envie de dire à Durkheim, mais comment s'en étonner ? C'est-à-dire que si vous soutenez le fait qu'il devait s'engager à outrance au front, eh bien forcément, il y a des rapprochements avec les ennemis d'hier, puisque forcément, le patriotisme des républicains, le vôtre, celui de Durkheim et des durkheimiens, eh bien, a des traits communs forcément avec le patriotisme des nationalistes. Et ça, Durkheim ne veut pas le voir, puisqu'évidemment, Maurice Barrès, pour Émile Durkheim, c'est l'ennemi fondamental, l'ennemi politique des années 1900 depuis l'affaire Dreyfus, celui qu'il combat. Cette fin de Durkheim, on est obligé de la rapprocher de deux choses. D'abord, au fait qu'il a travaillé sur le suicide et sur une forme de suicide altruiste. Est-ce que ces Durkheimiens qui vont comme ça être poussés vers la guerre, ce n'est pas une manière en quelque sorte de justifier le suicide? Et puis l'autre chose à laquelle on pense, c'est bien sûr le travail qu'Hubert et Mauss vont consacrer au sacrifice. Et là, on se souvient des propos. Le sacré, c'est ce qui justifie le sacrifice et interdit le sacrilège. Est-ce qu'on n'a pas affaire à une forme de sacré durkheimien à partir de la patrie, Nicolas Mariot? Oh, c'est à peu près certain, je le crois, même si c'est jamais apparent tel quel. Je pense qu'ils trouvaient ça sans doute tellement gros qu'ils ne l'ont jamais écrit de façon explicite dans les lettres. Bon, même si ils entendaient bien le sacrifice possible, mais ce n'était pas ramené. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas directement ramené aux travaux sociologiques. Ils ne faisaient pas référence à leurs travaux antérieurs, même si le mot sacrifice est prononcé énormément de fois par Hertz, comme par Mauss, comme par beaucoup d'autres durkheimiens. Et effectivement, il y a un lien. Alors la lecture en termes de suicide altruiste, elle est évidente, elle tombe sous le sens. En même temps, je la récuse en partie au sens où elle existe, je crois, tout à fait dans le sens où il a voulu se sacrifier, il le dit, il l'accepte, c'est sûr et certain. En revanche, s'agit-il d'un suicide? Quand il meurt en tout cas, et il faut garder ça en tête, il n'a pas le choix. Quoi qu'il ait pensé le 13 avril, en début d'après-midi, quand l'offensive est lancée devant une pauvre butte en dessous de Verdun, il n'a pas le choix, il doit y aller, Robert Hertz. Il vient d'être promu sous-lieutenant, officier, et c'est lui qui doit mener les hommes. Donc quoi qu'il ait pensé ce jour-là, quoi qu'il ait voulu faire, de toute façon, c'est pas un suicide au sens où, comme beaucoup d'autres, Louis Pergaud, Apollinaire, plein d'autres qui ont été tués ou blessés lors de leur première sortie, il n'avait pas le choix et il a été balayé par les mitrailleuses adverses. Voilà. Alors si l'on essaye de récapituler ce trajet durkheimien qui se finit avec la guerre de 14-18, avec aussi une forme de républicanisme qui ne va pas survivre à cette guerre de 14-18, Nicolas Mariot. Complètement, je crois il est important toujours, on a tendance à découper à cause des chronologies historiennes classiques, à s'arrêter en 14, à reprendre avec, à mettre évidemment la parenthèse de la première guerre, à reprendre avec l'entre-deux-guerres et la suite après. Je crois qu'il faut vraiment prolonger les choses et installer la Première Guerre comme un moment de fin, en fait, de fin tragique d'une époque, aussi d'une école. D'ailleurs, les Durkheimiens le sentiront très bien, puisque Mauss va faire des tas d'hommages aux Durkheimiens disparus. Après, notamment en 1925, il écrit un très bel in memoriam dans l'année sociologique, la revue de Durkheim. Mais effectivement, c'est la fin d'une époque et c'est la fin d'un attachement très étroit là entre le socialisme réformateur, comme on l'a vu, et la sociologie, je crois, qui s'éteint au point où il était, en tout cas à l'époque. On peut dire aussi qu'après, les socialistes seront principalement pacifistes, ce qui n'était pas avant. On peut dire aussi, parce que ça c'est très important d'insister là-dessus, Nicolas Mariot, la République française s'est construite à partir de savants, avec des gens qui, tels Durkheim, parce qu'à mon avis Durkheim est emblématique de cela, ont pensé la République comme une certaine forme de lien social. Exactement. Et il faut pas oublier qu'ils ont essayé de porter leur idéal réformateur. On n'en a pas encore parlé, mais pendant la Première Guerre, tous ceux qui n'étaient pas au front se sont engagés autour d'Albert Thomas, député socialiste élu en 1910, au ministère de l'Armement. Donc pour fabriquer des bombes. Donc pour mettre en quelque sorte un savoir technique, un savoir sur la société au service de la guerre. Et ils vont être dans le camp des majoritaires, favorables à la guerre au sein du Parti socialiste,
toute la guerre durant, et donc se retrouver minoritaires à la fin. En quelque sorte, ils sont éteints. Ils se sont en quelque sorte trompés de camp, enfin en tout cas du point de vue de ceux qui deviendront les pacifistes après coup, et ils vont être violemment rejetés. Ils vont perdre la majorité au sein du Parti socialiste, et puis plus encore évidemment après, quand au congrès de Tours, les deux vont scissionner. Ils vont devenir vraiment, Albert Thomas est exilé à Genève, au Bureau international du travail. C'est vraiment la fin d'un engagement en quelque sorte pour la République autant que pour la sociologie. Et c'est ce qui explique aussi que la République soit plus conservatrice, avec une tradition qui fait remonter, c'est Raymond Aron qui le premier l'a fait, qui fait remonter la tradition sociologique française à Montesquieu. Exactement. Alors il y a un lien très très fort, ça c'est évident. Si vous voulez, l'idée d'esprit des lois, chère à Montesquieu, on pourrait dire qu'elle est tout à fait durkheimienne. Durkheim a travaillé sur Montesquieu, le connaît évidemment parfaitement, et cette idée d'esprit des lois, c'est en quelque sorte ce qui va travailler ensuite sous l'idée d'institution sociale. C'est exactement la même chose. Quelque chose d'indéfinissable, qui n'est pas né du législateur, mais qui unifie une société. Voilà, des traits impalpables, mais qu'on a tous en nous, au premier rang desquels, évidemment, la langue. Et le rejet de Marx, un rejet raisonné, mais un rejet tout de même, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mentions de Marx dans l'œuvre de Durkheim, y compris lorsqu'il étudie le travail, et il va même l'étudier d'un point de vue anti-marxiste, puisque lui, ce qu'il veut, c'est guérir la lutte des classes, qui lui paraît être un fléau, et évidemment, il ne la guérit pas par l'idée révolutionnaire, comme on l'a compris. Bien sûr, son idée, c'est vraiment, il le répète plein de fois dans plein de cours, notamment un cours en 1907 qu'il termine comme ça, il faut un culte à la République. Donc on imagine bien que si l'essence de la vie en société, c'est le partage d'un culte républicain, il peut pas y avoir de lutte des classes. Forcément, l'idée de lutte des classes et de révolution est antithétique avec cette idée de cultiver un culte républicain avec des emblèmes, etc., etc., un vivre ensemble, on dirait aujourd'hui. Et il n'a pas non plus la même position vis-à-vis du judaïsme que l'autre juif Marx. Durkheim, lui, a finalement une position qui est beaucoup plus compréhensive. Je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé ce terme qui est issu du vocable weberien, donc pas de son école sociologique, mais en tout cas, il a une position beaucoup plus compréhensive vis-à-vis du fait religieux. Bien sûr, qui reste très très important chez lui, à la fois comme républicain, il a essayé de ne pas trop le mettre en avant dans sa vie publique, encore que, il y a des exemples intéressants. En revanche, on voit bien dans ses lettres privées à quel point sa formation, ses origines familiales, son goût du culte, par exemple, il reproche énormément à son neveu Marcel Mauss, par exemple, de ne pas vouloir accompagner sa mère à la synagogue. C'est quelque chose que Durkheim ne comprend absolument pas. Il est très attaché à ça. Pierre Birnbaum dira ce qu'il appelle le communisme familial. C'est très important chez lui, et ses racines juives sont tout à fait fondamentales. Qu'est-ce qui reste de Durkheim en nous, Nicolas Mariot? On a le sentiment, c'est le mien en tout cas, que Durkheim est en grande partie ignoré. Les étudiants l'étudient encore parce que parfois ils n'ont pas le choix, mais le reste de la société l'ignore superbement. Largement oui, on étudie encore en sociologie le père fondateur, le suicide, voilà, des choses dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui restent fondamentales dans les cursus de sociologie aujourd'hui. Sinon, par ailleurs, je crois qu'effectivement, Durkheim est relativement oublié dans la société aujourd'hui. Pourtant, vous qui avez consacré une partie de votre jeune vie à Durkheim, qu'est-ce qui, quand vous lisez, quand vous regardez le social, qu'est-ce que vous trouvez de Durkheim ? Ce qui est fondamental, et là je vais faire référence à un livre récent, L'enfance de l'ordre, qui vient de sortir également par deux collègues sociologues, qui montrent très bien ça, à quel point la socialisation des enfants, ils ont travaillé dans une cour d'école et dans des classes auprès d'enfants très jeunes, en CP, CE1, CE2, et ils les suivent et ils montrent très bien à quel point l'idée que la société est déjà là, que les enfants trouvent des outils pour se débrouiller socialement dans le monde et les apprennent, est quelque chose de fondamental dans notre apprentissage de la vie en commun. Et ça, c'est extrêmement durkheimien et ça reste très fortement présent. Évidemment, on peut pas s'en passer aujourd'hui. C'est en ce sens-là que Durkheim est un père fondateur de la sociologie. Merci Nicolas Mariot. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez consacré à l'un des plus célèbres durkheimiens, Histoire d'un sacrifice, aux éditions du Seuil.
C'était Avoir raison avec Émile Durkheim, une émission de Guillaume Erner, préparée par Marguerite Richelme et Elsa Benayem, prise de son Alain Joubert, réalisation Guillaume Baldi.